Paprec, entreprise pionnière dans la diversité en entreprise, est le partenaire de cette saison de Navigante. Un partenaire qui, depuis toujours, a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est dans cette optique que l'entreprise est engagée auprès de la filière d'excellence qu'est le circuit Figaro-Beneteau. Elle est en effet partenaire titre de la Transat Paprec, exclusivement ouverte au duo mixte et qui a reçu le prix Or de meilleur supporter au service du sport féminin lors du Grand Prix du Sport Business 2025, de la solitaire du Figaro Paprec et du défi Paprec, marchepied vers ce circuit Figaro-Beneteau qui a formé les meilleurs, dont Johan Richaume, double vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, qui, de nouveau sous les couleurs de Paprec, repart pour une campagne de Vendée Globe avec un IMOCA neuf en 2027 et un objectif de victoire en 2028. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un studio de production de contenu ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Quand elle entre quelque part, une onde de bonne humeur se propage. C'est sans doute ce qui la caractérise, cette espèce de joyeuse légèreté qu'elle parvient à distiller quelles que soient les circonstances. Son rire résonne, autant que son professionnalisme fait mouche partout où elle passe. Si elle a baigné et aimé l'agitation de Paris, c'est en Bretagne qu'elle a trouvé il y a de nombreuses années son havre de paix. Par amour, d'abord, par nature, ensuite. Elle s'est plongée dans le monde du nautisme, branche marketing, sponsoring et communication. Banque populaire, Spindrift, campagne de Vendée Globe, organisation de Route du Rhum, elle fait partie de ces personnes essentielles. Aujourd'hui, cette maman de 2 ados est depuis 5 ans immergée dans l'univers nouveau et fascinant du CELGP. C'est une pièce maîtresse de France, CELGP, la responsable marketing et communication de l'équipe. Elle vit à 200 à l'heure, ça c'est sûr. Elle court, elle nage, elle fait du vélo, elle parcourt le monde. Et nous, on a réussi à l'arrêter pour ce podcast. Virginie Boucher est l'invitée de Navigante. Bonjour Virginie. Bonjour Hélène. Ça te fait rigoler ce que j'ai écrit? Oui, non, j'adore. Non, ça, je trouve ça assez fidèle. Bon, c'est pas mal déjà. Ouais, bon, c'est prétentieux de dire ça, de dire l'onde de bonne humeur, mais oui, c'est vrai que je me définirais comme ça, assez joyeuse. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Avant qu'on développe un peu plus, on va quand même parler de l'actualité toute récente et toute chaude, si je puis dire, puisque voilà, la saison 2025, saison 5 de CLGP vient de s'achever. Quand on est la responsable du marketing, de la communication de l'équipe, on fait quoi? On fait ouf, une saison terminée ou waouh, quelle saison! On est dans quel état quand ça se termine, cette espèce de machine à laver qu'est le CLGP? Magnifique machine à laver, mais machine à laver quand même. Bah, j'avoue que j'ai pas l'impression qu'il y ait une fin et un début, puisque le début de la saison 2026, ça doit être ça va être ma 6e saison, s'enchaîne directement. C'est dans un mois, donc il n'y a pas vraiment de pause entre les 2 saisons. Mais oui, c'est quand même comme un soulagement, quelque chose qui quand même qui prend fin. Mais on est dans le tourbillon quand même parce qu'on est dans les analyses, dans les idées pour la saison prochaine, et c'est de toujours se renouveler. C'est 13 grands prix dans l'année, c'est quand même assez dense. Donc en tout cas dans mon travail, ça ne s'arrête jamais, quoi. Virginie, on va peut-être effectivement couper la vidéo pour que le son soit meilleur, mais voilà, on reste avec toi, bien sûr. Tu es installée dans ta maison en Bretagne, sous la pluie et bien Oui, au chaud? voilà, sans la fibre et sans la fibre.
Je vais devoir creuser des tranchées. On est loin de ma vie parisienne là. Ah ben on va y revenir justement. Comment est-ce que ça commence tout ça? Comment est-ce que ton histoire avec ton histoire d'amour, ton histoire avec la mer et le monde du nautisme commence? Alors, écoute, j'étais à Paris. Ça faisait 15 ans que je vivais à Paris et je bossais dans mon deuxième travail, en fait, dans une agence de presse parisienne. Donc, j'étais vraiment très spécialisée RP. Et c'était une agence assez généraliste qui avait beaucoup de lifestyle, donc de la gastronomie, du maquillage, de la mode, de la beauté. Et puis, il y avait quelques clients dans le sport. Et moi, j'ai été embauchée principalement pour gérer ces clients dans le sport, parce que j'ai toujours aimé le sport et le tourisme aussi. J'étais spécialisée dans le sport et le tourisme. Donc, dans le sport, je gérais tout ce qui était des raids d'aventure, comme le raid gauloise, et puis des événements dans le ski freestyle, dans le kilomètre lancé aussi, et dans le Ouais. speed flying. C'était le ski tracté par une voile, par une aile. Donc voilà, j'étais dans cet univers et c'était rigolo parce que dans l'agence où je travaillais, moi je partais avec des journalistes, avec mon sac de rando, mes chaussures pour partir en voyage de presse, justement sur toutes ces aventures sportives. Et puis mes copines que j'adore, hein, qui elles faisaient des petits paquets de rouge à lèvres et tout pour envoyer aux médias. Et elle me disait: «Oh, mais quelle horreur ton métier, qu'est-ce que» et j'ai dit: «Mais c'est vous, quelle horreur!» Non, c'était très rigolo parce on était dans le même bureau, mais on faisait pas du tout les mêmes choses et en fait, on se rendait compte qu'on était chacune bien à notre place. Voilà. Donc ça, c'était dans le sport. Avant qu'on parle de la voile, je rebondis quand même sur cette expérience là. Ça t'a appris quoi, ces expériences-là? T'as aimé ça à quel point? Hem, c'était le voyager. De voyager, de me dire ouais, voilà, j'étais hyper contente, puis l'aventure, et puis, de baigner dans cet univers sportif. Tout de suite, je me suis reconnue, enfin, c'est comme si je me rechargeais, mes batteries se rechargeaient, parce que ça faisait vivre en moi de ces émotions qui ont toujours, guidé et animé ma vie. Et donc voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour tout ce qui était, événement sportif, quel qu'il soit, quoi. Donc voilà ce que ça m'a donné envie en tout cas de vraiment me spécialiser, parce que je faisais à la fois du tourisme et du sport et j'ai vraiment eu envie de me spécialiser dans le sport, pour toutes les émotions que ça génère. Et alors donc, comment est-ce que la voile entre dans ta vie? Comment est-ce que ça commence cette histoire qui dure depuis tellement longtemps maintenant? Bah, du coup, dans ce bureau de presse très parisien, donc, qui s'appelait Pascal Venot, je la cite parce qu'elle m'a quand même beaucoup inspirée et puis c'est quand même Ouais. grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Un jour, on a rentré un nouveau client dans le bureau et c'était du sponsoring voile. C'était Brossard qui sponsorisait un bateau, là je le dis facilement, un Norma 60 pieds pour la Transat Jacques Vabre. Et bon, à l'époque, Ouais. Norma, bon, il n'y avait pas de ChatGPT, donc je sais pas comment j'ai trouvé ce que ça voulait dire. Mais non, mais bon, naturellement, en tout cas, on m'a confié le dossier, mais moi, j'avais aucun lien ni avec le bateau, ni avec enfin vraiment, ni avec la Bretagne, enfin rien du tout. Et donc ma boss m'a dit, tu vas t'occuper de ce dossier. C'est pour un skipper, donc c'était Yvan Bourgnon qui va faire la Transat Jacques Vabre, pardon, avec un autre co-skipper. Le sponsor, c'est Brossard, et voilà, ils veulent faire des médias. Tu vas à la Trinité dans 15 jours pour les rencontrer. Et vraiment, j'avoue que j'ai un peu débarqué. Puis je suis pas du genre à me renseigner beaucoup. Je suis allée un peu comme ça, sans trop regarder qui était qui. Bon là, ça, je le sais que je vais le demander de le couper, mais je crois que j'ai dit Monsieur Brugnon, je crois, quand je l'ai rencontré pour la première fois. Je savais même pas qui c'était. Enfin voilà. Et et je suis arrivée à la Trinité, donc j'ai dit OK, super, un nouveau dossier. Moi, j'étais plutôt dans le ski, donc pas tout à fait pareil. Et je dis OK, j'y vais. Et je suis venue à la Trinité pour la première fois avec un journaliste du Figaro Écho pour une navigation. C'était ce journaliste, je lui avais proposé un sujet sur le sponsoring voile de la marque Brossard, donc sur cette course. Et je suis arrivée à la Trinité, c'était, je sais plus, un matin tôt, il faisait très beau.
Et dans mon sac, j'avais un paréo. En me disant: «Je vais me poser sur le bateau». J'avais tellement aucune idée de ce que c'était les bateaux de course. Enfin, je me suis dit: «Je vais me mettre dans un petit coin, je vais m'asseoir avec ma serviette». Enfin, voilà, je sais que ça va faire rire beaucoup de personnes, mais très Ah bah, honnêtement, moi, ça me fait rire déjà. ouais, je vais peut-être passer pour, pour quelqu'un un peu naïf, mais voilà, j'étais un peu, et donc je me souviens de ce regard d'Yvan Brognon qui était: «Mais qui est cette fille?» Et finalement, après, ça s'est hyper bien passé. J'ai vite rangé mon paréo. Je me suis accrochée au filet. J'ai mis le ciré qu'on m'a donné et j'ai fait une navigation comme ça. Et je me souviens même qu'il m'avait donné la barre. C'était juste incroyable, incroyable. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Et après, on va dire que on va continuer dans le côté un peu rigolo. Je vais cocher un peu toutes les cases de la groupie, de la fille de la communication qui tombe amoureuse du co-skipper. Donc, le co-skipper, c'était Charles Caudrelier. Et tout, voilà, j'ai eu un coup de cœur assez rapidement. Et quelques mois après, j'ai tout quitté, Paris, ma famille, mes amis, mon travail, pour venir m'installer en Bretagne. Et voilà comment je suis arrivée dans le 5, maintenant dans le 29 à l'époque. C'était vraiment dans le Finistère, hein. J'ai commencé assez rude, hein. Février, dans le 29, Ouais, c'est pas mal. dans la vallée des Fous, à Port-la-Forêt. D'accord. On est dans quel genre d'année, Virginie, là? On est en 2005, je crois. On est en 2005. 2005. Entre-temps, quand même, j'ai vécu la Jacques Vabre. Voilà, entre-temps, j'ai vécu cette première Transat Jacques Vabre. J'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Je connaissais personne. Je suis arrivée en salle de presse. C'est vrai que je me souviens de ce premier moment. Et je les voyais toutes avec leurs ordi à écrire des communiqués de presse, etc. Moi, j'avais plutôt de l'habitude d'avoir juste un téléphone et d'appeler des journalistes. Enfin, je n'avais pas encore vraiment les codes et les méthodes de travail de toutes ces personnes qui sont devenues aujourd'hui des amies, hein, que ce soit Tiffaine, Caroline Conchetti, Caro Muller, enfin Julia. C'était vraiment des filles que je découvrais pour la première fois. Et cette course, malheureusement, elle s'est terminée au bout de 24 heures. En fait, j'ai fait ma première communication de crise dans la voile, je crois même 12 heures après, parce que le bateau Waouh. avait une voie d'eau en plein milieu de la nuit. Heureusement, je crois que c'était pas très loin des côtes, si je me souviens bien. Mais je me suis dit: «Oh, mais comment c'était tout de suite j'étais au plus haut, au plus bas, tout de suite les up and down que génère la course au large». Et je me suis sentie hyper vivante. Je me dis: c'est génial, je veux bosser sur la voile». Je me suis sentie hyper vivante. Et donc, bon, on quitte Paris, la Bretagne, l'hiver, le 29. Bon, la transition est quand même assez impressionnante, hein, pour ne pas dire violente. Comment tu arrives à la rendre douce et puis surtout à te refaire, à te recréer ton monde? J'ai toujours aimé avoir plusieurs vies, ou j'ai toujours cru qu'on pouvait avoir plusieurs vies dans une vie. Et pour moi, j'ai pas réfléchi particulièrement. J'ai toujours fonctionné comme ça, selon mes envies, mes instincts. Voilà, on peut pas dire que je suis plutôt spontanée. Et sur le moment, je trouvais tout génial. Enfin bon, j'avoue que c'est vrai que ça a été un peu. J'ai toujours aimé le sport, mais à Paris, c'était quand même relativement limité. Puis je restais quand même la vraie Parisienne. Mes copines, elles m'ont dit: «Ah, dans 6 mois, t'es de retour». Il y en a d'autres qui m'ont abonnée au magazine Elle. Euh, Et en fait, je suis arrivée à Port-la-Forêt et je crois que je me suis assez rapidement retrouvée toute seule. Je me souviens, je suis arrivée dans le salon, dans la maison de Charles. Il y avait des voiles au milieu du salon. Je crois qu'il y avait même un safran. Enfin, c'était c'était assez. Ça changeait un peu des appartes parisiens. Et Ouais, et puis après, j'ai toujours été sociable, donc et j'arrive toujours à voir le bon côté des gens, des choses. Donc je me suis assez rapidement habituée, adaptée. Mais ma seule condition, c'était quand même d'avoir un travail. C'est-à-dire que j'ai quitté c'est ça. Paris. Mmh. Ouais, ça c'était indispensable. Je me suis dit: soit j'ouvre une crêperie, soit je trouve un boulot dans le sport. Bon, la voile, c'était quand même plus facilement atteignable. Et j'ai eu la chance d'avoir la confiance ou d'être embauchée par Caroline Conchetti et Anne Millet, qui avaient leur agence, mais il y a une vague, qui m'ont Mille et Vagues, proposé.
On a eu le plaisir d'avoir Anne, effectivement, dans Navigante il y a quelque temps, qui nous a parlé de la genèse de Mille et une vagues, effectivement. Et elles étaient en fait assez précurseuses parce que elles m'ont proposé un travail hybride, donc moitié à Paris, moitié en Bretagne. Donc j'ai commencé comme ça et je m'occupais du lancement du gros Maxi Banque Populaire 5, qui était, qui reste d'ailleurs le plus grand trimaran océanique du monde. Donc c'était un super challenge professionnel. Donc ça m'a aidé aussi voilà, à bien faire la transition avec cette vie en Bretagne. Mais je reconnais que même juste avant d'arriver, je faisais quand même pas mal d'allers-retours pour le trimaran Brossard. Et c'était à la base des sous-marins. Je me souviens, je venais, il y avait encore les barbelés, je crois, les militaires à l'entrée, et il y avait peut-être un seul bureau ou deux bureaux. Et je trouvais, donc je venais régulièrement avec des journalistes et je trouvais ça mais exceptionnel. Je me dis, mais quelle vie! Là, on est sur l'eau, on rentre. Oh non, je trouvais ça exceptionnel, vraiment génial. Mais c'était, je crois que c'était l'été aussi. Mais tu étais vraiment tombée amoureuse de cet univers, quoi. Ouais, je tombais amoureuse de cet univers. J'ai trouvé que les gens étaient hyper sympas, hyper intéressants. C'était l'aventure, qu'on vibrait, qu'on pleurait, qu'on riait. Enfin, tous ces ingrédients je parlais tout à l'heure de me sentir vivante, mais ouais, c'est vraiment ça. J'ai besoin de sentir ces émotions fortes pour me sentir vivante, et je crois que la voile et la course au large particulièrement, pouvaient m'offrir tout ça. Et aussi des relations, pas que professionnelles, parce que quand on partage, des aventures sportives comme ça, des crises, des bons moments, des victoires, bah, ça crée aussi, c'est fou le lien intime que cela peut créer avec les gens, en fait. À l'époque, donc on est en 2007, Mille et une vagues, tu vas y rester de 2007 à 2011 avec en devenant responsable de la communication et du sponsoring de Banque Populaire. Est-ce que tu peux nous replonger un peu dans ces années-là, et toi, comment est-ce que tu fais ta place en fait à ce moment-là? Je pense que c'est vrai que tout le monde m'a vu un peu arriver comme la Parisienne, j'en suis sûre. Comment j'ai fait ma place? Bah, après professionnellement, ça a bien marché. Je répondais aux missions professionnelles qu'on me demandait, à savoir, médiatiser des projets. Et c'est vrai que le fait de t'être passé par la case, parisienne, ça m'a créé quand même, ça m'a énormément aidé dans ma carrière. De me créer tout un réseau. À l'époque, bon, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, les gens travaillent beaucoup en télétravail, tout le monde est délocalisé, mais en tout cas, moi, à l'époque où j'ai commencé à travailler à Paris, ça se passait quand même là-bas, tous les médias, et je me suis fait des super contacts. Et j'ai surtout, comme je connaissais pas grand-chose à la voile, j'ai vraiment, comment dire, travaillé tout de suite avec des médias très grand public, en leur racontant avec mes mots ce que moi je percevais de ce sport. Donc c'est vrai que j'étais pas forcément en contact avec la presse spécialisée. Spécialisé? Ouais. Donc c'était, enfin ouais, je me suis, je sais pas comment dire, mais non, mais je me suis bien adaptée, je crois. Et ce maxi Banque Populaire, donc à l'époque? Mais alors ce Maxi Banque Populaire, donc vraiment hyper grande aventure avec le marin Pascal Bidégory. Donc moi Pascal je peux Bidégory, dire bah que oui. je n'ai plus peur de personne. Un Pascal Bidégory qui était un marin, avec qui ça s'est très bien passé, mais qui avait quand même son caractère. Donc bon, c'était quand même une sacrée aventure, mais enfin malheureusement je peux pas dire ça, mais j'ai pas pu assister au baptême de ce bateau, à la mise à l'eau, parce que j'étais enceinte à ce moment-là. En fait, je suis arrivée en Bretagne en 2006 et j'ai accouché de mon premier enfant en 2008. Donc du coup, j'étais en congé maternité au moment où, où le bateau en fait a vraiment touché l'eau pour la première fois. Et après a commencé une grande partie de ma carrière, c'est-à-dire les trophées Jules Verne. Ben oui, les Voilà, fameuses attentes du trophée les Jules Verne. fameuses attentes trophées Jules Verne, donc le record autour du monde en équipage à la voile, qui consiste à prendre le départ quand une bonne fenêtre météo se présente, mais c'est la fenêtre est assez large parce qu'en général c'était entre octobre, je crois, et fin janvier. Ça a peut-être évolué depuis avec l'histoire de glace.
Mais j'ai passé de longs hivers à attendre cette fenêtre météo, ou alors il y a eu des départs de Trophée Jules Verne, mais avortés, soit parce que la fenêtre Avorté. se refermait, soit parce qu'il y a eu des avaries techniques. Donc bon, c'était ça aussi, c'était une sacrée aventure. Ça, c'est le summum de la course au large. C'est-à-dire que déjà le Vendée Globe, on sait quand ça part, on sait pas quand ça arrive. Mais alors le Trophée Jules Verne, on sait pas quand ça part, on sait pas quand ça arrive. Ça demande quand même pas mal de souplesse, et surtout de la souplesse personnelle, familiale, parce que c'est forcément on peut pas s'engager dans des vacances, dans plein de choses quoi, dans des déplacements familiaux. Et puis faut être disponible tout le temps. Donc mais bon, j'étais jeune maman, tout se passait bien. Justement, d'arriver à trouver cet équilibre, ça, c'était et c'est toujours un travail de tous les instants quand on a cette vie qui finalement est au rythme de la course, alors au large à l'époque, maintenant du CLGP. C'est quelque chose sur lequel tu travailles? Bah, disons que ce qui était compliqué, c'est on était 2 à avoir des métiers comme ça, donc le Charles, donc le papa de mes enfants, et moi. Heureusement, j'avais des beaux-parents exceptionnels qui étaient très présents, et des amis aussi, euh, je- parce que ils m'ont vraiment beaucoup soutenue dans la logistique familiale plein de fois. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de souplesse, parce que voilà, moi j'étais souvent seule quand même. Et puis quand on doit gérer un trophée Jules Verne, et que voilà, le papa il est en mer pour X semaines, c'est pas toujours simple à gérer, mais disons que j'ai été quand même plutôt bien entourée. Et heureusement, sinon j'aurais pas pu exercer ce métier en fait. C'est trop de comment dire, c'est pas de l'insécurité, mais trop d'inconnus en fait. Il faut vraiment être souple, Oui. patient, et il y a beaucoup de choses qu'on peut pas anticiper. Et en même temps, parfois je me plaignais, mais je crois que vraiment j'aimais tout ça en fait. C'était J'aimerais bien qu'on ouvre une petite parenthèse avant de reprendre le fil de tes expériences riches et variées, puisque là, donc tu nous parlais de ce trophée Jules Verne, et puis tu vas pas le vivre, ce fameux trophée Jules Verne, parce que à l'époque va partir la Volvo Ocean Race avec Groupama qui va être emmené par Franck, que ton conjoint à l'époque est sur le bateau. Donc toi, tu vas partir aussi faire ce premier tour du monde avec les enfants. Euh, il faut quoi comme dose de courage ou comme dose de folie pour se lancer dans un truc pareil, à Virginie? Bah, encore une fois, j'anticipe pas. Moi, je suis toujours, ah, mais c'est super, ah bah c'est génial, on va faire ça. La Je me suis, spontanéité, comme tu disais. voilà, je vois que le bon côté des choses. Donc, mais en revanche, avec du recul, maintenant que je sais, je pense que j'apprendrai peut-être les choses différemment. Enfin, en même temps, ça sert à rien parfois d'anticiper les choses. Non, je me souviens, c'est toi qui me le rappelle. C'est vrai que j'ai pas été là à l'arrivée du Trophée Jules Verne. J'ai eu un gros FOMO, parce que ça, c'est quand même comment dire, le combat de ma vie, ou la faille de ma vie, le FOMO, toujours peur de rater quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai, maintenant que tu me le dis, je suis partie sur cette Volvo Ocean Race, donc j'avais mon deuxième enfant, du coup, ce que je crois, si, ma fille Bah, venait de Nina, naître. elle avait Elle trois, avait deux quatre mois, mois. 4 mois, ouais, Ouais, deux elle mois. avait même 2 mois, je crois, elle avait 2 mois. Et oui, en effet, j'ai loupé cette arrivée, et je crois que j'avais vraiment le FOMO. Mais j'étais aussi très occupée par par l'excitation de ce projet. Je me suis dit, ah, c'est génial, je vais faire le tour du monde avec mes enfants, ça va être super, on va aller sur les étapes de la Volvo Ocean Race. Bon, bah, avec 2 enfants de 2 mois et 3 ans, c'est pas l'autoroute, l'autoroute du plaisir tous les Tranquille. jours, parce que oui, enfin, bah, moi je connais toutes les aires de jeu de toutes les villes, l'aquarium et le zoo, mais finalement on fait toujours la même chose. Le premier truc quand on est arrivé, et tu le sais parce que tu l'as vécu aussi, la première chose quand tu arrives dans une ville, c'est où est le supermarché, où est le toboggan, et où est le zoo, parce que on sait qu'on va devoir s'occuper.
Et puis finalement, quand tu es des petits de 3 mois et 3 ans, finalement, le d'être à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande ou je ne sais où, ça change pas grand-chose. Ça, c'est un peu frustrant quand même. C'est un peu frustrant, mais bon, j'ai pris un jour après l'autre. Et puis, encore une fois, il y a cette solidarité, et puis cette ambiance dans la course au large, que ce soit avec les teams ou les familles. Et ça reste quand même une belle aventure. Bon, alors ce sera la première et puis pas la dernière, hein, parce que tu en vivras d'autres des Volvo Ocean Race. Donc pendant cette période-là, c'est une parenthèse où tu ne travailles pas vraiment. Ceci dit, ça enrichit à quel point et c'est ça, ça enrichit même la personne que tu es et puis ça enrichit comment pour l'après, pour le travail aussi. C'est ce genre de parenthèse un peu exceptionnelle. Alors, est-ce que ça m'a enrichi sur mon travail? Franchement, je crois que j'étais tellement occupée, tellement dans un Non, tunnel. mais en t'enrichir toi, en fait, toi, pour que derrière, ce soit des choses qui puissent rejaillir sur ta façon de Ah travailler, oui. d'aborder les choses. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a rejailli de mon envie surtout de retourner travailler. Voilà ce que ça m'a aidé. Je me dis, oh là là, ça m'a apporté une bonne envie de retravailler quand même, une bonne grosse envie de retourner dans la vie professionnelle. Et puis non, ce qui est évident, c'est que j'ai vu la Evolution Race à l'époque, c'était vraiment le summum de la course au large, même en termes de communication. Donc c'est vrai que je regardais ça quand même avec un œil, même si j'étais pas en tant que professionnelle, mais plutôt en tant que femme d'eux ou famille. J'observais ça. Et puis il y avait Julia qui travaillait sur le projet et c'est vrai que parfois ça me donnait Julia envie UV. quand même. Voilà, Julia UV. Et ça me donnait envie et surtout c'était hyper inspirant parce qu'ils étaient vraiment en avance sur plein de choses quoi. Donc mine de rien, je pense qu'inconsciemment quand même, j'observais, je prenais peut-être des notes en me disant bah quand je vais rentrer. Et puis surtout cette culture internationale aussi qui m'a vraiment plu et qu'on trouvait pas Que tu retrouves forcément aujourd'hui, Virginie. voilà que je retrouve aujourd'hui dans CLGP. Non, non, qui m'a aussi énormément plu. Si tu avais un souvenir à ressortir de ces expériences Volvo, amène-nous avec toi dans ces tours du monde suivis en tant que voilà la compagne, mais en même temps la compagne avertie par ce milieu-là. Toi, qu'est-ce qui te revient comme image en tête? Bah, la première image, c'est le day one à l'aéroport de Lorient où je rejoins Suzy Foxhall, donc qui était la femme de Damien Foxhall, qui en était à sa 3e Volvo Ocean Race. Et moi, je suis arrivée donc avec mes 2 enfants, 4 valises, 2 poussettes, enfin, et elle avait juste un petit sac à roulettes pour partir 6 mois avec ses 2 enfants aussi. Et je me suis dit, oulala, oups, Ah bah, c'est comme le coup du maillot de bain quand tu arrives sur les Ormas, quoi. ouais, c'est ça. Oulala, je crois que j'ai pas compris le projet en fait. J'ai pas compris. Mais je me suis dit, ça a été un peu ma marraine de choc qui m'a un peu aidée pendant tout ce périple. Non, qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Ah bah des arrivées de nuit. Hein. Alors je sais pas pourquoi, mais les arrivées de jour ça existait pas. C'est que des arrivées de nuit. Donc c'était assez magique. Et non, je me souviens surtout de mes enfants, la magie des enfants, d'attendre leur papa sur le ponton. C'était vraiment extraordinaire. Mais aussi la frustration de se dire bon, en fait, on a un 3e enfant qui arrive finalement parce que la fatigue, quand on passe 3 semaines en mer, qu'on a que 4-5 jours off, le rythme sur la Volvo Ocean Race est quand même hyper soutenu et connu pour ça. Donc parfois on rêve comme ça de retrouvailles toujours. Et puis ça se passe pas forcément comme ça parce que les marins arrivent, ils sont crevés. Donc ça c'est quand même quelque chose qui m'a marqué et qui finalement bah, heureusement que j'avais pas anticipé ça. Donc, en ce moment, j'avais un peu de déception, mais on va dire, ma qualité, c'est que je remets toujours les compteurs à zéro et je repars toujours, sur l'étape d'après avec, plein d'optimisme, plein de joie, de nouvelles aventures. Et on en a eu des aventures. Et avec toi aussi, Hélène, surtout en Chine. Il y a quand même des étapes qui sont C'est moins vrai. faciles que d'autres.
Surtout avec des bébés, du lait acheté. Enfin bon, mais bon, ça reste des souvenirs magiques de voyage. Et je pense que mes enfants s'en souviennent malgré tout, même s'ils étaient petits, ils s'en souviennent quand même. Mais c'est tellement de sacrifices. C'est là où je reviens toujours à ces émotions, parce que moi, je suis toujours dans l'intensité, parfois trop dans l'intensité. Et c'est vrai que c'est tellement long une Volvo Ocean Race, ou même ouais, c'est 9 mois. Il y a aucun sport au monde qui dure 9 mois. Et du coup, j'avais beaucoup de mal alors quand je vibrais, quand on gagnait des courses, c'est marrant parce que je m'inclus comme si j'étais sur le bateau. Mais quand il gagnait des courses, moi, j'étais mais hyper heureuse, hyper excitée. C'est comme si j'étais avec eux à bord. Mais quand il y avait quand il y avait des contre-performances ou il y a quand même beaucoup de Des déceptions, avaries. ouais, des avaries. Et ces déceptions, elles sont aussi générées par le fait que c'est beaucoup de sacrifices à tout niveau. Du coup, on les vit encore plus mal, ces déceptions. On s'est dit, ah bah, tout ça pour ça, ben, voilà. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas toujours facile à vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de te caractériser et qui t'a caractérisé avec les navigateurs avec lesquels tu as travaillé? Je pense à Sam Davis dont on va parler dans quelques instants, à Spindrift ou même aujourd'hui avec l'équipage de SailGP. Tu es encore entière à ce point-là où tu arrives à prendre un peu de recul ou non? Toi, c'est tout ou rien, quoi. Bah, ouais, c'est en fait cette intensité-là, forcément, avec le temps, c'est fatigant quand même. Oui, bah oui. C'est un peu fatigant. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à prendre plus de recul. Et en même temps, j'aime pas la sensation de ce recul que je prends. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, tu vibres moins, tu as moins de passion. Ou est-ce que justement, tu as trouvé enfin une manière normale où tu as pris le recul nécessaire qu'il faut dans ce métier? Parce qu'il y a des moments, voilà, moi, je me dissocie pas du tout d'une équipe ou des navigants. Et parfois, on dit, ah bah les pauvres, ils vont être déçus quand ils vont revenir. Bah, je veux dire, et moi aussi, et nous aussi, les gens à terre, nous aussi, on est déçus. C'est pas que les sportifs et navigants. Et moi, ça me touche aussi. Ça m'impacte en fait, ça m'affecte et au même titre que ça me met en joie plus quand on réussit quelque chose. Et oui, je pense qu'avec le temps, ouais, j'ai quand même là, ça fait peut-être pas longtemps que je prends du recul. Pas longtemps, mais peut-être parce que voilà, ça fait 20 ans aussi et que je ressens sûrement une petite fatigue de toutes ces émotions procurées par à la fois ma carrière dans la course au large et maintenant dans CGP et aussi de manière personnelle avec un papa qui était navigateur et voilà. 2012, ça va être la plongée dans le Vendée Globe avec Samantha Davis. Comment est-ce que vous vous rencontrez toutes les deux? Comment est-ce que ça connecte toutes les deux? Et qu'est-ce que tu vas avoir comme rôle dans le projet de Samantha? Alors Samantha, Sam, on s'est rencontrés au ski parce qu'il y avait les trophées mer et montagne à l'époque à Avoria. Et je me suis retrouvée à table assise à côté d'elle. Et on habitait toutes les deux dans le Finistère. On était presque, enfin pas voisines, mais on n'habitait pas très loin. Et nos conjoints respectifs, qui sont aussi navigateurs, étaient copains aussi. Donc c'était Romain Athanasio. Donc très souvent, ils nous invitaient le dimanche. Sam, elle organisait des brunchs glaouche le dimanche midi et on a commencé à devenir très copines. Et Sam, c'est une amie très proche aujourd'hui. Et en 2012, elle avait fait troisième, je crois, en 2008, enfin quatrième. Quatrième. Et en 2012, elle a retrouvé un sponsor, donc c'était Saveol pour faire le Vendée Globe. Et elle me propose à ce moment-là. Et moi, je crois que je sais plus à quelle Volvo, je revenais d'une Volvo Ocean Race, je crois, je sais plus Mais laquelle. la Groupama 2012, Ah voilà, voilà, c'est toujours la même, hein. Et toujours la bien, même. donc elle m'a proposé parce que c'était un projet multipartenaire. Elle avait plusieurs partenaires à gérer, donc moi, elle m'avait embauchée pour m'occuper de toute sa com à elle, un peu son image, et puis ses relations avec ses partenaires. Et franchement, ça a été génial. Une équipe.
de rêve. Ça reste un souvenir. Ça, alors elle venait d'accoucher aussi, donc son bébé doit avoir 1 an. Et, bon, nos enfants, ouais, enfin, ma fille et son fils ont exactement le même âge. Et c'est vrai que c'était dur pour elle parce que se remettre vraiment à haut niveau quelques mois après l'accouchement, c'était pas facile. Et moi, j'étais vraiment là pour l'aider, pour la seconder. Elle avait énormément de sollicitations parce qu'on était encore sur le surf du Vendée Globe 2008 où elle avait explosé et tout le monde l'attendait quand même sur ce Vendée Globe 2012. Donc j'étais, voilà, on va dire un peu son bras droit sur plein de sujets. Et ça a été, franchement, ça a été génial. Et l'intensité en fait positive que j'ai ressentie, ça a été vraiment la descente quand elle a dématé 4 jours après le départ. Et je me souviens, j'ai pris l'avion tout de suite pour aller la rejoindre à Lisbonne. Et c'était un moment difficile, mais ça reste un souvenir. Comment est-ce que tu gères justement, ces moments de crise? Tu parlais de Brossard, tu parles du dématage de Samantha. Quand on commence à comprendre et entendre ta nature, on a l'impression que ça va bien se passer pour toi, les périodes de crise. Comment est-ce que tu gères Oui, parce que ces moments-là? Oui, parce que quand on parle de crise, j'allais y venir. Justement, faut pas imaginer que je pleure, que je crie, que je suis Non? Mmh. ingérable. Bien au contraire. Ce que j'ai géré, c'est marrant, parce qu'on m'a toujours dit que je faisais preuve de beaucoup de sang-froid dans les communications de crise. Et je suis très calme. Mais c'est peut-être en fait, intérieurement, je ressens beaucoup d'émotions, mais qui ne m'empêchent pas, en tout cas, de gérer, enfin, de faire preuve de sang-froid et puis de gérer une communication de crise ou une crise tout court. Et puis j'ai une capacité à remonter la pente. Je peux être au désespoir et puis 1 minute après c'est fini. Je suis revenue dans des bonnes vibrations, dans des bonnes vibes. Mais c'est peut-être plus intérieur. Je pense que les moments de joie, je les exprime vraiment extérieurement. Je pense que les moments de déception, j'arrive vraiment, je les intériorise Les énormément. intérioriser. Ouais. Pour bien faire mon travail, parce que ça reste un travail avant tout, donc ce qu'on attend de moi dans ces moments-là, c'est d'abord de gérer avec rationalité une crise. Virginie, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail justement, au-delà de ces périodes de crise qu'on vient de développer? Hem, dans tout ce qui touche à la communication, au marketing, au sponsoring, qu'est-ce que tu continues de trouver très excitant là-dedans? Écoute, moi j'aime bien l'idée de convaincre, convertir des gens. Parce que quand je vois ce que je ressens, ce que je vis et dans ce sport-là, je me dis: «Oh, mais il faut absolument que les gens vivent la même chose. Il faut absolument qu'ils découvrent ça, c'est trop génial!» Donc c'est vrai que de la communication, de pouvoir partager ce sport, ces aventures, que ce soit des aventures technologiques, humaines, sportives, même en interne dans les sociétés et cetera, on a envie d'embarquer les gens avec nous. Mmh. Ça me plaît de convertir un fan, de toucher quelqu'un, d'avoir un impact, en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un, d'avoir un impact positif, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même le sport. Enfin, le sport, c'est quand même que des bonnes nouvelles. C'est on a la chance de faire un métier, bon, quand même extraordinaire. Moi, parfois, je me dis non, mais là, je suis payée pour faire ça, c'est quand même fou. Donc c'est le truc des bonnes nouvelles, le sport. Donc pouvoir avoir un impact positif sur les gens, en essayant de les faire embarquer, même 1 fois, 2 fois. Après, si c'est juste un one shot et qu'après ils repartent sur d'autres choses, c'est pas grave. Mais ouais, ça me plaît de faire connaître.
et de partager ce que nous on peut vivre, parce que je pense que que c'est chouette et positif et que ça peut apporter que du bien ou du bonheur aux gens. Et je disais, la voile, c'est un sport qui est tout de suite identifiable, pardon, par le grand public. Il n'y a pas besoin de justifier. Quand on pense à la voile, on pense tout de suite à l'aventure, à la nature, c'est, ouais, et ça, c'est pour ça que c'est un sport qui est très grand public. Est-ce que tu as des modèles? Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui t'ont particulièrement inspiré, qui t'ont porté, qui t'ont accompagné, même si tu as partiellement un peu répondu au cours de l'entretien déjà? Mm. Bah, Sam, elle m'a clairement inspirée. Alors, il y a les navigatrices qui m'ont inspirée. Et puis, il y a les professionnels de la com qui m'ont inspirée aussi. Donc, je parlais de Pascal Venot tout à l'heure, qui m'a vraiment donné, je sais pas, qui m'a aidé vraiment à me réaliser professionnellement, qui m'a mise en selle. Et puis, Sam, évidemment, Sam, Sam et puis Davis? ouais, Sam Davis, que je trouve pareil très courageuse. Moi, j'aime bien en fait, j'aime bien les femmes courageuses. J'aime bien. Et puis Donna Ouais. Bertarelli, qui m'a fait travailler en 2012, 13, non, juste après le Vendée Globe, 2013-2020, justement. ouais. 7 ans avec Spindrift, oui, c'est ça. Ouais. Donc, elle était armateur et navigatrice. Donc, elle avait la double casquette. Et elle est quand même partie faire ce trophée Jules Verne. Et j'avoue que moi, ça m'a quand même impressionnée qu'elle puisse, parce que c'était pas son métier en fait, d'être navigatrice. Donc elle a appris, et puis j'ai trouvé ça courageux aussi de sa part de partir comme ça dans un équipage majeur, enfin, qui était que masculin d'ailleurs, et de faire le tour du Masculin. monde. Donc c'est quelqu'un qui m'a inspirée aussi et qui était, ouais, qui a partagé son aventure tous les jours avec nous. Et ouais, c'était assez, c'est un moment qui m'a quand même marqué. C'est quoi de travailler pour une écurie comme Spindrift, justement? C'est un petit peu particulier, ce genre d'écurie. Ça fait grandir comment? Ça apprend quel genre de choses? Et toi, tu t'es découverte quelles nouvelles aptitudes peut-être, ou ça t'a permis de rajouter quel genre de corde à ton arc? Alors ça m'a un peu déstabilisée au début parce que, comme je le disais, c'est une écurie d'armateurs. Donc c'est pas une écurie qui répond à qui n'a pas, c'est pas une écurie comme Sodebo ou comme Banque Populaire, qui répond vraiment à une stratégie de communication avec des objectifs commerciaux. Donc là, on est dans une écurie de passionnés en fait. Donc c'est moi qui avais l'habitude d'avoir vraiment un process, quels sont les objectifs de la marque, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, quel est leur positionnement. Donc c'était un petit peu déstabilisant au début parce qu'on répond aussi à des envies. Donc ouais, pas forcément, voilà, on répond pas enfin, on répond pas toujours à une stratégie, mais parfois juste à des envies en fait d'armateurs, de propriétaires passionnés. Ça demande quand même pas mal de flexibilité. En revanche, ça m'a appris, bah, en fait, Donna, c'est quelqu'un qui m'a vraiment appris entre l'excellence, je sais pas si c'est le mot, mais le souci du détail. C'est quelqu'un qui était L'excellence, ouais. très perfectionniste, voilà, l'excellence. Ouais, ça m'a vraiment d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. Et puis, ce qui était génial, c'est que comme le fait de répondre à des envies, ça permet aussi d'être hyper créatif, d'être beaucoup plus créatif que pour certaines marques en fait. Donc c'était génial. J'ai adoré cette expérience, pareil avec Spindrift. Même si, encore une fois, j'ai passé beaucoup d'hivers encore sur des campagnes de trophées Jules Verne qui n'ont pas toujours abouti. Et c'est là où je me suis dit bon, la course au large, c'est peut-être, j'ai peut-être fait mon temps, on va dire. Les nuits entières à attendre sur les pontons, on sait pas quand ça arrive, on sait pas quand ça part, les avaries. On peut pouvoir prendre sa douche sans être sûr que son téléphone, il est bien. On va l'entendre si jamais il y a une avarie ou quelque chose se passe. Et plus les émotions, mes émotions à moi, etc. Donc je me suis dit, au bout de quelques années, je me suis dit, ah, peut-être que la course au large, je vais peut-être m'intéresser à une autre voile.
un autre type de voile et c'est comme ça un peu que je suis arrivée chez CLGP. Donc dans cet univers, on le disait, assez fascinant, assez nouveau aussi, hein, bien sûr, ce circuit qui, n'a de cesse de grandir. On le disait qui va débuter la saison 6 les 17 et 18 janvier prochains avec, le premier des 13 grands prix de la saison. Quelle aventure, va encore, commencer. Hem, donc toi, effectivement, en 2020, tu t'immerges dans ce monde-là. On est finalement, dans un univers assez différent de ce qu'est la course au large. En quoi ça bouscule, ça bouscule, 20 ans d'expérience, tu vois? En quoi ça rafraîchit justement? Ouais, de travailler avec, des équipes étrangères qui viennent chacune avec, leur expérience, leur bagage, leur culture. Je pense qu'aussi c'est une question de moyens, clairement. D'avoir derrière, Bien sûr. Larry Ellison qui a quand même, créé un championnat, où, il a dit: «Voilà, je mets en place 5 équipes, je vous mets le pied à l'étrier, mais vous avez 5 ans pour trouver des financements». Donc quand même, c'est une chance inouïe et on a eu énormément de moyens pour, développer, ce sport et le faire connaître, sur nos marchés respectifs. Donc, me concernant, c'était pour la France et justement, ils ont vraiment mis, les moyens de leurs ambitions. Donc, des budgets, des caméramans, des sociétés de production qui qui créent du motion design. Ils ont vraiment, hyper modernisé la manière dont on pouvait suivre, des courses avec, beaucoup de pédagogie, donc c'est quelque chose moi qui m'a vraiment boosté et puis très pointu en marketing. Moi j'avais jamais vraiment bossé en marketing avant. J'étais plus dans la communication et là j'ai vraiment aussi découvert un peu le marketing parce ils m'ont confié aussi la communication de l'événement français, donc avec de la À billetterie, Saint-Tropez, en voilà, à l'occurrence, ouais. Saint-Tropez et en France, les gens n'ont pas l'habitude de payer pour de la voile. Ils vont, sur le chenal du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne. Voilà, c'est quand même un challenge d'expliquer aux gens qu'en fait c'est un spectacle. CLGP, c'est la rencontre du sport et du spectacle. Voilà, c'est en ça que c'est différent. C'est-à-dire que même si on comprend pas, alors autant le Vendée Globe, même si on comprend pas la technologie ou les règles de navigation, c'est l'aventure. Et ça, l'aventure, c'est identifiable. CLGP, même si on comprend pas, parce que là on est vraiment dans de la régate entre quatre bouées. Donc on comprend pas forcément pourquoi lui va à gauche, pourquoi lui prend à droite de la bouée. C'est pas forcément évident pour le grand public. Néanmoins, c'est un spectacle, donc c'est pas grave si on comprend pas. C'est juste magnifique à regarder. Oui, très Et là tout le monde impressionnant, bien sûr. très impressionnant. Et c'est dans ce sens-là que c'est à son niveau, ça devient aussi un sport populaire, pas par l'aventure, mais par la beauté du spectacle. Bah, ça reste quand même une aventure, hein, mais il y a quand même beaucoup de crash. Il y a pas un Grand Prix sans qu'il se passe quelque chose quand même. Donc, mais c'est plus facilement maîtrisé parce que ça se passe juste devant sur le stade nautique à quelques mètres des côtes. Donc, c'est toujours plus facile à gérer. Quelle est ton émotion la plus forte, dans ce CLGP, justement, dans cette aventure CLGP? Quel a été mon souvenir, tu veux dire, le plus fort? Ouais, ton émotion la plus forte, ton souvenir le plus fort? Bah, malheureusement, les fois où on a gagné, j'étais en télétravail. Et ça, j'avoue que j'étais, hyper frustrée, FOMO de pas d'avoir pu, être sur place. Je crois que c'était, enfin c'est mes émotions les plus fortes, c'est pas forcément les émotions les plus heureuses. Ouais, C'était les 2 finales, à San Francisco. C'est-à-dire que loupé la d'un finale, cheveu à San ouais, Francisco. ouais. Et puis j'attends Quentin sur le ponton, pas celle de l'année dernière, mais celle d'avant. Et il arrive et ouais, on se pleure un peu dans les bras et c'était un moment fort. Et il m'a dit: «Je suis désolé». Et c'est vrai que ça m'a marqué. J'ai dit: «Bah non, en fait, on partage. Voilà, moi, je suis avec vous dans les mauvais et les bons moments, quoi qu'il arrive». Et ça, c'était un moment fort. Et puis le moment fort aussi, c'était l'année dernière quand on a eu le crash à quelques mètres de la ligne d'arrivée.
Là, je pense que j'aurais pu casser ma télé, enfin casser mon ordi, tout jeter par terre. Là, c'était plus de la, ouais, j'étais vraiment frustrée et en colère. Mais évidemment, des bons moments, il y en a plein. Mais le fait de l'avoir la récurrence des grands prix aussi. On a 13 grands prix. Après, on rentre quand même dans une espèce de routine. Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, donc l'émotion, elle est quand même hyper intense. 13 grands prix, c'est pas possible. Moi, je crois que ça m'a quand même finalement appris à me canaliser un peu. Oui, Donc, mais c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Oui, à prendre ce petit recul qu'il faut en fait, mm. voilà. Bah oui, parce qu'on sait, si on a un mauvais moment ou un bon moment, bon bah de toute façon, dans 3 semaines, on est déjà sur un autre sujet. Donc c'est peut-être on met peut-être un peu moins d'intensité, parce on a toujours le Grand Prix d'après. Euh, En qui tête. ouais, Ouais, qui voilà, arrive. en tête, exactement. Virginie, est-ce que sur la to-do list de tes envies, professionnelles, il reste des cases à cocher malgré tout ce que tu as déjà, pu faire? Mmh. Alors c'est pas forcément des cases à cocher, mais j'ai plutôt avoir apporté des évolutions dans ma vie professionnelle. Je pense que c'est important, dans la vie privée, mais aussi dans la vie professionnelle, de parfois, se remettre en question, faire des points, réfléchir, et puis réfléchir vraiment est-ce qu'on a encore beaucoup de valeur et où est-ce qu'on a de la valeur dans un projet sportif. Moi, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais CLGP, je suis passionnée, c'est vraiment génial. Mais j'aimerais, peut-être que je suis à la fin d'un cycle. J'ai évidemment envie de rester dans ce milieu-là, mais peut-être à travers d'autres compétences ou d'autres fonctions. Et en janvier, je me suis inscrite, par exemple, à un diplôme universitaire. Alors, ça reste pas loin de la voile, puisque c'est à l'École nationale de voile à Quiberon. C'est une formation pour adultes ça s'appelle accompagnement de la performance humaine. Donc l'idée, c'est pas de faire une reconversion totale a priori, mais plutôt de pouvoir acquérir des nouvelles compétences toujours dans le milieu du sport. Donc ça peut être aider peut-être les sportifs dans leur communication, dans leur positionnement, dans les médias training. Voilà, je m'intéresse beaucoup à ces sujets d'intelligence émotionnelle, de performance humaine. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle case, si on peut appeler ça une case, que j'ai envie de cocher parce que je pense que je peux avoir de la valeur dans un projet sportif, mais dans un autre département en fait. Un autre domaine, rajouter une corde à ton arc, ce qui est Voilà, intéressant toujours. voilà, rajoute exactement. C'est ça, absolument. Ajouter, faire autre chose, voir d'autres choses, mais toujours dans le même milieu. Mais ouais, ça m'intéresse grandement. Tu parlais du sport tout à l'heure comme, levier assez, fabuleux. Il occupe quelle place dans ta vie à toi? On le disait, tu cours, tu nages, tu fais du Ouais. vélo. C'est important à quel point? Ben, au point d'en faire tous les jours. C'est-à-dire que ma journée peut commencer une fois que j'ai fait du sport. Alors, je sais pas si c'est physiologique, mon cerveau ne sécrète pas assez de sérotonine ou d'ocytocine, je sais plus. Un truc en ligne en tout cas. Mais pareil, moi j'ai besoin de ressentir des émotions fortes pour me sentir vivante. C'est terrible, hein. Alors c'est à double tranchant, parce que c'est fatigant aussi parfois. Parce que si je ne fais pas 1 heure de sport tous les jours, et ben je peux avoir un peu le blues. Ah ouais? Voilà, parce que je ressens pas je ressens pas ces choses-là dans mon corps qui me font que je me sens vivante. Donc je fais du triathlon. En revanche, j'aime pas la compétition. J'adore les défis sportifs. J'ai participé à des défis en double pour des associations, des choses comme ça. J'ai trouvé ça génial. Je fais quelques compètes de triathlon, mais c'est pas la compétition qui m'anime du tout. C'est vraiment le défi. Ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe dans mon corps. En fait, ça me donne beaucoup de confiance. J'ai l'impression d'être meilleure après. Ça me donne confiance en moi, en fait. Et j'aime bien et ça renforce aussi énormément mon mental. Ouais, je me dis, je suis capable de faire plein de choses comme ça et ouais, ça fait que ça contribue beaucoup à ma confiance. Quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes qui t'écoutent, Virginie, qui sont attirées
par ce monde-là, qui n'osent pas, qui ne savent pas à quelle porte, cogner peut-être. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ne tombez pas amoureuse du skipper. Non, je rigole. Première chose, attention, réfléchissez bien. Parce que d'être deux, avoir des métiers de fou, et ben, ça épuise un peu. Non, mais je leur dirais, alors, il faut savoir que moi, je ne navigue pas du tout. Ça, on n'en a pas parlé. Et moi, je suis archi malade en mer. J'ai le mal de mer. Alors, surtout depuis que je suis maman, je pense à dérégler quelque chose dans mon oreille interne. Je suis passionnée, mais sur le ponton. J'adore cette formule. Voilà. Non, mais c'est sincèrement, je suis passionnée. Et encore une fois, je suis pas du tout blasée. C'est-à-dire que 20 ans après, j'hallucine. Je suis impressionnée. Là, je voyais le Grand Prix le week-end dernier, mais je trouvais ça incroyable. À chaque fois, je trouve ça incroyable. Mais comment ils font? Je suis hyper impressionnée. Mais voilà, sur le ponton, je suis malade en mer. Voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement, même si on n'aime pas forcément naviguer, c'est pas grave. C'est un sport qui est génial. C'est absolument génial. Ça touche à énormément de choses. Je leur dirais, déjà de venir en Bretagne, hein, parce que c'est ici la Séding Valley. C'est ici que ça se passe. C'est en Bretagne qu'on a les plus beaux bateaux du monde. C'est incroyable. C'est là qu'on a le plus beau berceau des professionnels, que ce soit des techniciens, des ingénieurs, des communicants. Et je suis sûre que, enfin, je leur dirais vraiment, allez-y parce que moi, j'ai trouvé ça génial. Je suis plus proche de ma fin de carrière que mon début de carrière. Mais sincèrement, ça a été, ça a vraiment fait partie de mon bonheur, au quotidien de bosser dans ce milieu. Je me suis éclatée. C'était vraiment génial. Tout, même avec les bons, les mauvais souvenirs. C'était fabuleux. Merci Virginie d'avoir été, l'invitée de Navigante. On le disait en introduction, elle parvient à distiller cette joyeuse légèreté, quelles que soient les circonstances. Eh bien, c'est ce que tu as fait pendant, un peu plus d'1 heure. On t'a écouté avec, beaucoup d'attention et de passion et on a souri avec toi et adoré, entendre ton rire résonner. Merci pour tout et merci d'avoir partagé avec nous, toute cette belle expérience. Merci. Comme on dit en Bretagne, Kenavo. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip & Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft. C'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.